Bonjour à tous, dans ce petit vidéo, nous allons tenter d'expliquer de quelle manière il est possible d'utiliser le cycle d'exécution des instructions d'un microcontrôleur pour créer des délais de temps. Nous savons que pour un PIC 16F877 ou un PIC 16F877A, la fréquence interne d'exécution des instructions est égale au quart de la fréquence du cristal qui est utilisé pour fournir le signal d'horloge à ce microcontrôleur. C'est-à-dire que si nous avons un cristal de 4 MHz branché à notre PIC, la fréquence interne de ce dernier n'est que de 1 MHz ou d'une période de 1 microseconde. Donc, en sachant cela, comment pouvons-nous déterminer le temps total d'exécution d'un programme ou le temps total d'exécution d'une routine? C'est très, très simple en réalité. Si nous regardons dans le résumé des instructions de notre microcontrôleur, nous pouvons constater que la troisième colonne correspond au cycle, au nombre de cycles que prend chaque instruction pour s'exécuter. Et nous savons qu'un cycle de notre microcontrôleur avec un cristal de 4 MHz dure 1 microseconde. Donc, si nous prenons une instruction comme le addWF, la fiche technique nous dit qu'il ne prend qu'un cycle pour s'exécuter, donc que cette instruction ne prend que 1 microseconde pour s'exécuter si jamais nous avons un cristal de 4 MHz. Par contre, certaines instructions, comme les GoTo, par exemple, ou encore les CAR, prennent systématiquement 2 cycles pour s'exécuter. Comment cela est-il possible? En fait, quand nous pensons à un GoTo ou à un call, il y a d'abord un cycle qui est pris pour appeler l'instruction et un deuxième cycle qui est nécessaire pour effectuer le saut qui permet au call de se rendre à l'adresse où se trouve la première instruction de la sous-routine qui a été appelée, ou au GoTo de se rendre à l'adresse où se trouve la première instruction qui est pointée par l'étiquette vers laquelle le GoTo est dirigé. Qu'en est-il des instructions qui peuvent être exécutées en un ou en 2 cycles? Sous quelles conditions ces instructions prennent-elles un cycle d'opération pour s'exécuter et sous quelles conditions prennent-elles 2 cycles d'opération pour s'exécuter? Encore une fois, la réponse est relativement simple. Si nous prenons par exemple l'instruction decrement file skip if zero, qui a pour fonction de décrémenter le contenu d'un registre en mettant le résultat soit dans l'accumulateur ou soit dans le registre lui-même. Si jamais le résultat de la décrémentation est 0, cette instruction permet de sauter la prochaine instruction. Et si le résultat de la décrémentation n'est pas 0, le programme suit normalement sa séquence, suit normalement son cours. Donc, decrement file skip if zero, ne prend qu'un cycle d'exécution quand le résultat du test, quand le résultat de la décrémentation n'est pas 0. Donc, on ne prend qu'un cycle pour décrémenter et ensuite, on passe à l'instruction suivante. Par contre, si suite à la décrémentation, il advient que le contenu du registre est 0, l'instruction prend un cycle supplémentaire pour effectuer le saut. Voilà pourquoi cette instruction, tout comme certaines autres, le increment skip if zero, le bit test file skip if clear, le bit test file skip if set, peuvent prendre tantôt un cycle d'opération, tantôt 2 cycles d'opération. Donc, comment à partir de ces notions pouvons-nous créer des délais de temps? Donc, j'ai préparé ici un petit ordinogramme qui va nous permettre de mieux visualiser la situation. Donc, prenons le scénario suivant. Nous savons que notre microcontrôleur
contient des registres de 8 bits. Ça va des registres de 8 bits qui sont à la disposition du programmeur. Nous savons aussi que nous sommes capables d'exploiter ces registres pour créer des compteurs. Avec un registre de 8 bits, nous pouvons compter de 0 à 255, donc 256 impulsions. Si notre microcontrôleur est alimenté par un cristal de 4 MHz et qu'à l'interne, il roule à une fréquence de 1 MHz, c'est-à-dire à une période de 1 microseconde, et que nous décidions d'utiliser cette fréquence ou cette période pour incrémenter cycle d'opération après cycle d'opération le contenu d'un registre, ben, ce registre passerait de 0 à FF, donc de 0 à 255 en 255 microsecondes. Donc, si nous prenions cette fois-ci deux registres et que nous les imbriquions l'un dans l'autre comme l'ordinogramme ici présent nous le décrit. Donc, imaginons que nous avons un premier registre que j'ai nommé ici M et un deuxième registre que j'ai nommé ici N, qui opèrent dans la séquence suivante. Nous chargeons nos deux registres avec 255, disons. Donc, nous chargeons le registre M avec 255, nous chargeons le registre N avec 255. Ensuite, nous décrémentons le registre N de 255 à 0. Donc, ouais, c'est ça. Nous décrémentons le registre N de 255 à 0. Et lorsqu'il est atteint 0, nous décrémentons une fois le registre M. Si il n'est pas égal à 0, nous rechargeons le registre N et nous continuons ainsi. En fait, ce que cet ordinogramme décrit, ben, c'est une opération selon laquelle nous décrémentons 255 fois 255 fois. Donc, c'est un peu comme dire que nous réalisons un délai total de 65 millisecondes. Si nous prenons 255 microsecondes et que nous le multiplions par 255 microsecondes, nous obtenons un délai total de 65 millisecondes. Donc, en implémentant cet ordinogramme ou cet algorithme, nous serions capables, en imbriquant deux registres dans une boucle extérieure et une boucle intérieure de décrémentation, de créer un délai d'un maximum de 65 millisecondes. Si nous voulions un délai plus élevé, nous devrions imbriquer plus de registres. Le problème avec cette technique de création de délai de temps est que pendant que votre microcontrôleur est occupé à décrémenter son registre externe et son registre interne, ben, il n'a pas les ressources d'effectuer d'autres tâches, comme scanner ses ports, par exemple, ou faire pivoter une LED. Donc, pour pallier à cette situation, il existe une autre méthode pour générer les délais de temps qui est la méthode par interruption que nous traiterons dans les semaines à venir. Donc, voyons de quelle manière nous pouvons prendre cet ordinogramme et l'implémenter sous forme d'un programme en assemblant. Donc, c'est ce qui a été fait juste ici, dans le programme que nous allons analyser ensemble et exécuter à l'aide de RealPit Simulator. Donc, lisons la description. Donc, cet exemple a pour but de démontrer comment utiliser des structures de répétition imbriquées, donc des boucles dans des boucles, pour créer des délais de temps. Nous allons utiliser deux compteurs de 8 bits pour générer des délais allant de 0 à 65 millisecondes au maximum, et ceci est en prenant compte que nous utilisons un cristal de 4 MHz, donc que la fréquence interne de notre microcontrôleur est de 1 MHz.
À partir de ce délai de 65 millisecondes, si nous l'appelons à plusieurs reprises, nous sommes capables d'atteindre un délai de 1 seconde, dont nous allons nous servir pour faire clignoter à une fréquence de 1 Hz une minute. Regardons comment ce programme est structuré. Donc, dans la partie principale du programme, nous configurons notre port B, ou plutôt nous configurons tous les bits du port B en output, en réalité, en sortie. Ensuite, nous chargeons 0 dans l'accumulateur et nous transférons 0 sur le port B. C'est-à-dire que nous configurons tous les bits du port B en output et ensuite, si nous avons des LED de connecter sur le port B, nous nous assurons que toutes les LED sont éteintes. C'est ce que nous venons de faire dans la première partie. Et ensuite, nous rentrons dans notre programme principal qui bit set file, donc qui met à 1 le bit 0 du port B, donc qui allume la LED se trouvant sur le port B, et qui ensuite appelle une sous-routine nommée délai 1 seconde. Donc, la LED reste allumée pendant 1 seconde avant d'éteindre la LED et de rallumer et de réactiver ou de relancer le délai de 1 seconde. Donc, notre LED clignote finalement. Elle reste allumée 1 seconde, éteindre 1 seconde, allumer 1 seconde, éteindre 1 seconde. Allons voir la fameuse routine délai 1 seconde. Donc, comme vous pouvez le voir, il est mentionné dans son en-tête que la routine délai 1 seconde, pour fonctionner, nécessite la routine délai max 65 millisecondes. Routine dont la logique est décrite dans l'algorithme que nous avons présenté en début de vidéo. Un algorithme selon lequel la manière la plus simple de créer un délai de 65 millisecondes est d'imbriquer un compteur externe et un compteur interne et de les décrémenter successivement. Donc, allons tout d'abord observer la routine délai max 65 millisecondes. Donc, j'ai pris la peine dans la description dans l'entête de cette routine, de vous spécifier la méthode de calcul. Donc, avec un cristal de 4 MHz, nous avons, pour les pics, en réalité, une fréquence de 1 MHz. Et ce qui nous donne une période de 1 microseconde par instruction. En imbriquant deux compteurs, comme nous l'avons mentionné, un compteur externe que j'ai appelé M et un compteur interne que j'ai appelé M, qui sont respectivement représentés dans ce programme à l'adresse 21 et à l'adresse 22, mais le délai maximum possible en imbriquant ces deux compteurs est 255 fois 255 microsecondes, puisque chaque incrémentation de ces registres prend 1 microseconde et que ce sont des compteurs de 8 bits. Nous avons donc 255 fois 255 fois 1 micro qui donne 65 millisecondes. Parfait. Maintenant, ce qui nous intéresse est d'être en mesure de savoir quelle est la valeur que nous devons précharger à l'intérieur du compteur M et N, à l'intérieur du compteur extérieur et intérieur, pour obtenir le délai de temps spécifique qui nous intéresse. Avec nos deux compteurs, nous savons que nous pouvons générer des délais de 0 à 65 millisecondes, mais qu'advient-il si nous voulons spécifiquement 20 millisecondes? Quelle valeur devons-nous mettre dans le compteur interne et externe? En réalité, c'est relativement simple. Ce que nous avons fait est la chose suivante. Donc, nous allons restructurer un peu notre écran.
pour l'explication qui va suivre. Donc, nous savons que nous avons un compteur externe qui décrémente une fois pendant que le compteur interne décrémente 256 fois. Ensuite, le compteur interne redécrémente une fois pendant que le compteur externe redécrémente 256 fois. Donc, nous sommes en mesure de déterminer combien de fois chacune des instructions dans la boucle externe et dans la boucle interne va s'exécuter, puisque la fiche technique nous indique aussi le nombre de cycles que chacune de ces instructions prend pour s'exécuter. Donc, faisons l'exercice. Tout d'abord, quand une sous-routine est appelée, c'est l'instruction call qui est appelée. Et nous avons vu tout à l'heure que l'instruction call nécessite toujours 2 cycles d'opération. Donc voilà les 2 cycles d'opération nécessités par l'instruction call. 2 cycles, une seule fois. Ensuite, l'instruction move LW, peu importe la valeur qui est chargée dans l'accumulateur, ne prend toujours que move LW. Voilà, move LW ne prend toujours qu'un seul cycle. On va minimiser un peu, ça va nous faciliter la tâche. Voilà. Continue. Donc, move WF, ne prend qu'un cycle. Move WF, encore une fois, un cycle. Nous sommes toujours dans la boucle extérieure ici. Nous entrons maintenant dans la boucle intérieure. Si nous faisons référence à notre ordinogramme, nous venons d'entrer dans la boucle, extérieure. Ici, nous étions dans la section d'initialisation de notre routine de délai. Donc, dans cette boucle extérieure, combien de fois va-t-elle s'exécuter? La boucle extérieure est fonction de notre compteur extérieur. Donc, puisque notre compteur extérieur s'appelle M, mais prenons pour acquis qu'il a été chargé avec la valeur M. Ça va? Donc, l'instruction decrement file skip if 0 va s'exécuter M fois plus 1. Pourquoi plus 1? Ben, si nous regardons la fiche technique, decrement file skip if 0 s'exécute en un cycle ou en 2 cycles. Donc, pour toutes les décrémentations où le compteur ne sera pas égal à 0, l'instruction ne prendra qu'un seul cycle d'exécution. Et pour la dernière exécution, il en prendra un contenu dans M, plus un dernier qui fera 2 et qui sera le saut vers goTo fin qui nous fera sortir de notre routine de délai. Maintenant, le goTo, lui aussi, à l'intérieur de notre boucle extérieure, va s'exécuter 2M. Pourquoi? Donc, il est dans la boucle extérieure qui contient la valeur M. Donc, il va s'exécuter M fois 2. Pourquoi? Parce que le goTo prend, selon la fiche technique, 2 cycles chaque fois qu'il est appelé. Idem pour le goTo que nous avons ici, qui ne s'exécute qu'une seule fois quand notre compteur externe atteint 0, donc une fois 2, ce qui fait 2. Si nous continuons maintenant, nous sommes dans la boucle intérieure qui contient la valeur n, donc valeur n qui est décrémentée m fois, donc nous avons un m fois n, et puisque c'est un decrement file skip if 0, le decrement file skip if 0, comme nous l'avons vu, pour chaque décrémentation qui ne génère pas un 0 ne prend qu'un seul cycle. Et au dernier cycle où on effectue le saut, on rajoute un 1 pour faire 2 au total.
le goto se trouvant ici, qui permet de recharger ma boucle interne, qui permet de continuer, de relancer ma boucle interne, si on veut. Donc, s'exécute lui aussi m fois n, mais un goto prend 2 cycles, donc 2 fois m fois n. Et c'est ainsi que nous continuons à calculer le nombre de cycles associés à chacune des lignes de code que nous avons écrites dans la routine max 65 millisecondes et qui ont été déterminées à partir de l'ordinogramme qui se trouve ici. Une fois que nous avons obtenu le nombre de cycles par instruction, que cette instruction se trouve dans la section d'initialisation, dans la boucle externe ou dans la boucle interne, nous pouvons maintenant en faire le cumul, en faire la somme. Donc, c'est en additionnant les différentes valeurs que nous avons ici, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai-je sauté quelque chose? Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, excusez-moi. Donc, qui nous donne le 11 que nous avons juste ici. Le 11 que nous avons juste ici. Ensuite, nous avons deux, 3m, ce qui nous donne le 3x que nous avons juste ici. Ensuite, nous avons 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mn, ce qui nous donne le 7, voilà, ce qui nous donne le 7x que nous avons ici. Voilà. Donc, nous avons en fait, à partir du nombre de cycles représentés par notre sous-routine, créé une équation. Une équation, en fait, ici, quadratique, si nous prenons en considération que nous allons toujours charger notre compteur externe et notre compteur interne avec la même valeur. Donc, nous avons m fois n devient x fois x qui devient x au carré. Et comment fait-on pour connaître la valeur de x lorsque nous avons une expression quadratique? Ben, nous trouvons les zéros de la fonction. Donc, voici un exemple simple. Si nous cherchions à obtenir notre fameux délai de 65 millisecondes, 65 millisecondes est égal à 65 000 microsecondes. Donc, 65 000 est égal à 7x au carré plus 3x plus 11. Si nous résolvons cette équation pour en trouver les zéros, nous trouvons moins 96 et 96. Nous éliminons la racine négative et nous gardons le 96. Quelle est la valeur de 96 en binaire ou en hexa? Ben, elle est de 60. Donc, si nous voulons, avec la boucle ou les boucles imbriquées que nous avons ici, notre compteur dans un compteur, générer un délai d'environ 65 millisecondes, nous devons charger à la fois le compteur M et le compteur N, le compteur extérieur et le compteur intérieur, avec la valeur 60. C'est ce qui nous donne notre délai de 60 millisecondes. Maintenant, le but de cette application n'était pas de faire
clignoter une LED à 65 millisecondes d'intervalle. D'ailleurs, c'est un délai bien trop court pour que nous puissions constater ce clignotement. Nous voulions avoir une fréquence d'environ 1 Hz. Donc, l'astuce de la fonction délai 1 seconde est de prendre la routine délai max 65 millisecondes que nous venons d'examiner et de l'appeler 16 fois, tout simplement. Pour y parvenir, dans la déclaration des variables de notre programme, nous avons déclaré une adresse nommée multiplicateur. C'est l'adresse 23 et cette adresse a été chargée avec la valeur 16. Ce qui fait que quand nous appelons notre routine délai 1 seconde, la routine délai 1 seconde appelle successivement la routine délai max 65 millisecondes et après chaque retour de la routine délai max 65 millisecondes, on décrémente le registre multiplicateur. Donc, on passe de 16 à 15 à 14, etc. Et quand multiplicateur est arrivé à 0, nous avons appelé 16 fois 65 millisecondes, ce qui nous donne bel et bien environ 1 seconde. C'est ce qui se passe dans cette magnifique application pour laquelle le programme principal ne vous montre que les appels de la routine délai 1 seconde. Donc maintenant, si nous voulons valider que ce programme fonctionne bel et bien, ce serait un peu dur à faire à l'intérieur de MPLAB-X puisque les boucles que nous avons ici devraient demander plusieurs exécutions pas à pas avant de voir un résultat. Donc, c'est pour cette raison que RealPix Simulator devient intéressant pour nous et nous permet visuellement ou graphiquement, avec ces outils, une LED dans laquelle nous intéresse, de voir si notre calcul est bien exact. Donc, c'est la LED fixée au bit 0 du port B qui devrait s'allumer et s'éteindre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller activer RealPix Simulator. Excusez-moi, on va le trouver. Parfait. Donc, programme, RealPix Simulator, voilà. Je vais charger le programme qui m'intéresse sur le bureau. On va charger délai. Nous voyons que le programme délai a bien été chargé en mémoire et tout ce que nous allons faire ici pour vérifier si le programme fonctionne correctement est de rajouter une LED et de s'assurer que cette LED est bien connectée au bit 0 du port B et que cette LED s'allume bel et bien sur les niveaux logiques 1. Donc, lançons le tout et notre LED clignote bel et bien à une fréquence de 1 Hz. Donc, je résume. Si nous voulons baser sur une routine d'instruction générer un délai de temps, nous devons évaluer combien de registres imbriqués sont nécessaires au minimum pour atteindre le délai de temps qui nous intéresse. Ensuite, en regardant la fiche d'instruction du microcontrôleur, nous devons déterminer combien de fois chacune des instructions contenues dans cette routine va s'exécuter, multiplié par le nombre de cycles
que chacune de ces instructions nécessite pour s'exécuter et produire une formule qui nous permettra de déterminer quelle valeur chargée à l'intérieur de chacune de chacun de nos registres pour obtenir le délai escompté. Donc voilà la technique permettant de générer des délais de temps à partir d'une routine